Savez-vous ce qu'est la réalité subjective? Ce qu'est un persona? Êtes-vous réellement conscient que ce que vous voyez à travers vos écrans n'est pas la réalité? Que c'est peut-être qu'une réalité déformée? Une réalité qu'on veut vous faire voir ou que quelqu'un veut vous faire croire? Le monde des idoles au Japon est un monde fantasmé depuis plus de 50 ans qui n'a jamais cessé d'exister depuis. Et pourtant ces personnages, cette industrie qui fabrique, façonne des personnalités, des caractères, a essuyé bon nombre de drames et de faits médiatiques. Stalker, harcèlement, abus, crime. Un monde coloré qui cache derrière lui des teintes de noir et de rouge. Un monde que vous connaissez peut-être vaguement ou au travers de la musique tout simplement, ou même à travers de mangas comme Oshinoko. Mais aujourd'hui, je vous parle d'un film d'animation sorti bien avant, qui a détruit mon cerveau, un film à ne pas mettre entre toutes les mains, réalisé par un des plus grands réalisateurs que le Japon ait connu, qui a inspiré bon nombre d'artistes, dont des grands noms de réalisateurs du cinéma. Un film qui changera à jamais votre vision des films d'animation, des idoles, voire même votre vision de ce qu'est la réalité, votre propre vision et votre reflet dans le miroir. Qui suis-je pour les autres? Suis-je vraiment moi-même? Qui dois-je être? Qui es-tu? Perfect Blue de Satoshi Kon. Cette vidéo ne spoile absolument pas le film, ou en tout cas ne spoile pas la fin. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques aspects du film pour que lorsque vous visionnerez celui-ci, ou alors que vous le revisionnerez, vous aurez une nouvelle lecture, une nouvelle approche, pour vous permettre d'avoir une immersion différente et peut-être plus profonde de l'œuvre. En tout cas, je l'espère. Et la dernière partie de cette vidéo apportera des faits divers, ainsi qu'une réponse à une question peut-être que vous vous posez. Et croyez-moi, vous êtes très loin de savoir à quel point le monde des idoles est un monde très sombre. Perfect Blue, sorti en 1997, c'est le premier film, en tout cas premier long métrage, de Satoshi Kon. Né le 12 octobre 1963 à Kushiro dans la préfecture d'Hokkaido, 1963 c'est également l'année de sortie de Astro Boy, la série animée. Et comme beaucoup d'enfants japonais, il est bercé par l'animation, et ça le fascine. Et il le dira lui-même, dès qu'il voyait des images qui bougeaient à la télé, ça le rendait heureux, alors tout naturellement, il se tourne vers le manga et l'animation. Avec ses amis à l'école, il échange énormément sur les animés et les mangas qu'il lise, et Satoshi Kon, lui, il est fan de Space Battleship Yamato, Heidi ou encore Mobile Suit Gundam. Il intègre alors l'université d'art de Misashino, à l'ouest de Tokyo. Il se spécialise dans le graphic design et en parallèle, il publie un manga dans le Young Magazine du nom de Toriko. Alors c'est pas le Toriko que vous connaissez, mais il faut savoir qu'il a eu un prix pour ça. Et ça va lui ouvrir des portes. Et pas n'importe lesquelles. Parce qu'il va être l'assistant d'un certain mangaka du nom de Katsuhiro Otomo, sur Akira. Et on sent réellement l'empreinte Otomo sur le travail de Satoshi Kon, notamment dans son chara design, son découpage, ses plans, ses visages et même ses regards. Mais Satoshi Kon, il a quand même sa propre patte. Elle est totalement reconnaissable et surtout il est très bon dans ce qu'il fait. Il apprend vite et il a un œil différent, un œil un peu cinéma dans ce qu'il fait. Et on le peut voir notamment dans son manga sorti en 1990, Kaikisen, ou Le Pacte de la Mer, disponible chez Pika Graphics. On peut retrouver également un recueil d'histoires courtes dans Fossiles de rêve, et sa collaboration avec Otomo ne s'est pas arrêtée là. En effet, Satoshi Kon va écrire World Apartment Horror, un manga d'horreur comique que Otomo va adapter pour son premier live action. S'ensuit même une collaboration avec Mamoru Oshii, réalisateur de Ghost in the Shell, qui sera au scénario de Séraphin, où Satoshi Kon s'occupera du dessin. Puis en 95, Opus, son dernier manga inachevé. Et là je vous parle de manga, mais qu'en est-il de la réalisation? En fait, il va commencer à toucher à l'animation grâce à Katsuhiro Otomo également, avec Rojin X, où il conçoit les décors en 1991. Il va même s'occuper d'un OAV de JoJo en 1993. C'est l'épisode 5 du nom de The Judgment. Puis en 95, un plus gros projet où il prendra vraiment part, Memories de Otomo, encore une fois. Un film omnibus, donc un film d'animation qui comporte plusieurs séquences, et Satoshi Kon va s'occuper d'un segment, Magnetic Rose, où il s'occupera du layout, une étape cruciale entre le storyboard et l'animation. Il s'occupera également des décors, mais surtout du scénario. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à comprendre qu'il a un petit penchant pour la réalité subjective. Une affection particulière pour cet aspect scénaristique et l'oscillement entre la réalité et la fiction. Une particularité qu'il mettra bien plus en avant 2 ans plus tard pour son tout premier film, Perfect Blue. Le film est un succès encensé par la critique. S'ensuit alors Millennium Actress en 2001, Tokyo Godfather en 2003, Paranoia Agent, sa série animée en 2004, et Paprika en 2006, qui inspirera d'ailleurs Christopher Nolan pour Inception. Il commencera la réalisation de Dreaming Machine, son dernier film, dont il ne subsiste que 26 minutes, car il n'a pas pu le finir. Avec mon cœur rempli de gratitude pour toutes les bonnes choses de ce monde, je pose mon stylo. Maintenant, excusez-moi, je dois partir. Ça, ce sont ses derniers mots, son dernier message au public, car Satoshi Kon meurt d'un cancer du pancréas en 2010. Le monde de l'animation est en deuil, une carrière trop courte, et pourtant, il a marqué le monde de l'animation à jamais et est considéré comme un des plus grands.
Imaginez que vous êtes une idole japonaise, vous êtes aimée et adulée, mais il est temps que vous passiez à autre chose, d'évoluer. Car le monde des idoles, c'est une carrière souvent de courte durée. Alors vous voulez devenir actrice, prendre votre envol et enterrer cette carrière d'idole, enterrer en même temps ce persona qu'est Mima l'idole. Mima, c'est une femme talentueuse, un peu naïve, qui ne sait finalement pas trop ce qu'elle veut. Elle écoute ses managers et elle va sombrer lentement dans la folie. Elle quitte son groupe laissant les deux autres membres, elle embarque dans un monde où elle recommence presque à zéro et devient Kirigoe Mima, l'ancienne idole devenue maintenant actrice. Au même moment, elle fait installer un ordinateur chez elle et elle découvre Internet et également un site qui porte son nom. Une sorte de journal intime où elle explique toutes ses journées, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, sauf que ce n'est pas elle qui l'écrit. Juste après avoir annoncé qu'elle quitte le groupe, elle reçoit un fax chez elle avec marqué « traîtresse », comme un début d'avertissement, que quelqu'un n'est vraiment pas content que la Mima idol se soit finie. Elle va commencer un petit rôle dans une série, et ce jour-là, une lettre piégée qui lui était adressée va blesser un de ses managers. Qui est la personne qui tient ce site? Qui a envoyé ces lettres? Qui est cet homme qui apparaît tout le temps, partout? Cette espèce de stalker au visage repoussant. Mais Mima doit avancer dans sa carrière. Alors ses managers demandent au scénariste qu'elle ait un rôle un peu plus important. Mais c'est une ancienne idol. Elle doit se détacher de ce côté pur et candide. Alors son rôle va impliquer des scènes compliquées qui vont totalement effacer cette image pure. Elle va devoir faire une scène qui va la détruire. Elle ne montrera rien, mais au moment de rentrer chez elle, c'est l'explosion. Et vient alors les premières hallucinations, des regrets. L'ancienne Mima contre la nouvelle. S'ensuit un premier meurtre. Le scénariste de la série est sauvagement assassiné. On se fait le lien avec Mima, la lettre, le fax, le scénariste, le blog, où cette fausse Mima se plaint de sa condition. On perd totalement le contrôle et la notion de réalité au fur et à mesure. On sombre avec elle dans la folie. Mais elle continue à faire les mauvais choix, en tout cas des choix qu'on lui impose, parce que c'est presque normal dans le métier de faire ça. Elle va poser pour un photographe qui fait souvent du nu, et elle va se dénuder entièrement et exposer son corps au reste du monde, détruisant de plus en plus la Mima idol, cette Mima qui s'effrite, elle disparaît, elle la détruit de manière violente. Il y a comme une sorte de roulement de personnages. On a Mima, son ancien groupe, ses managers, le stalker, mais aussi dès le début du film, 3 hommes qui s'amusent souvent à parler d'elle. De l'actualité du groupe, de manière très détachée. Cela représente un peu ce qu'aujourd'hui seraient des viewers, des gens qui commentent sur Twitter, des commentaires très détachés, tout ça comme s'ils étaient spectateurs de la vie de quelqu'un qui n'est presque pas humain, qui n'a pas de sentiments. Ça les amuse, et ils représentent un peu au final ce que peuvent penser le public, le tout de manière souvent cinglante. Tout le long du film, 3 questions subsistent. Qui est le meurtrier? Que doit-elle faire? Qui est-elle? Perfect Blue, c'est un film de 1h20 seulement, qui à la base devait être un OAV. Et 1h20, ça semble très court. Le rythme est effréné, et pourtant, c'est parfait. Ça va très vite, ça s'enchaîne, et votre cerveau, petit à petit, se fait embrouiller, tourmenter. Vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui est faux, jusqu'à la dernière seconde du film. On comprend à ce moment-là que Satoshi Kon ne fait pas juste un film d'animation, avec des codes bien à la japonaise, mais du cinéma d'animation. Il le dira lui-même, chaque plan, son storyboard, tout est calculé, tout est fait, tout est mis en place pour que chaque élément ait une signification. C'est un pur bonheur à regarder, et en même temps une véritable torture, parce qu'il joue avec notre cerveau et notre perception, pendant que Mima vrille aussi complètement. Nous, on est perdus. Notre raisonnement et même notre enquête sur ce thriller psychologique est malmené, un pur plaisir à voir, mais ça laisse des séquelles. Mais il faut savoir aussi que Perfect Blue, à la base, c'est un roman du nom de Perfect Blue, Métamorphose d'une idole, écrit par Yoshikazu Takeuchi en 1991. Sauf que lorsque Satoshi Kon est approché pour adapter ce roman en animation, il n'a pas du tout lu le roman, et le script lui plaît pas vraiment. Et il va faire totalement autre chose. Il va quand même garder l'histoire de base et les personnages, mais la manière dont l'histoire va être amenée, et même presque le sujet principal du film, va être modifié avec la vision de Satoshi Kon. Parce qu'il faut savoir que le roman à la base, c'est un thriller psychologique gore sur le monde des idoles et ce fameux stalker. Et il y a des scènes vraiment très hardcore, et ça ne plaît pas du tout à Satoshi Kon. Mais ça ne va pas l'empêcher d'adapter des scènes violentes. Mais il va centrer son film sur autre chose qu'une dénonciation du monde des idoles. Mais il va tourner plus profondément dans la psychologie de Mima, la fragmentation de son identité, et faire ce qu'il va faire tout au long de sa carrière. Il va jouer entre réalité et fiction tout au long du film, du début à la fin.
La réalité subjective au cinéma ou en animation désigne une manière de représenter le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'un personnage le perçoit. Cela signifie que l'image, le son, la narration ou le montage sont volontairement modifiés pour refléter l'état mental, émotionnel ou psychologique du protagoniste. Il faut comprendre par cela que le film ne va pas être monté de manière objective, c'est-à-dire par un œil extérieur où l'on voit tout et l'on perçoit tout, de manière neutre, mais avec la vision de Satoshi Kon et sa réalité subjective, on va avoir l'œil de Satoshi Kon sur le sujet et il va être le marionnettiste d'un storyboard où toute la perception se fait à travers l'état mental et la perception de Mima elle-même. Quand on ne connaît pas le film, on ne connaît pas du tout l'histoire, on commence avec une scène d'ouverture avec un combat de Sentai. Quelqu'un qui est devant le film au Japon se dit « Ah, c'est peut-être un film de Sentai » et là, retour à la réalité, on a commencé avec de la fiction qui va être rebasculée très rapidement dans la réalité grâce au fait qu'on comprend que c'était des acteurs. Ils jouaient un rôle dès les premières secondes, on nous montre tout de suite la réalité, la fiction et le système de persona. Nous avions des personnages qui ne reflétaient pas la réalité, qui jouaient un rôle. Et ça va être ça pendant les 5 premières minutes, parce que juste après on enchaîne avec le concert de Mima et du groupe Cham, leur dernier concert ensemble, où elle annonce et on enchaîne entre passage du concert et la vraie vie de Mima dans le métro, chez elle, des enchaînements si bien menés qui nous embrouillent presque. On ne sait même plus la temporalité dans laquelle on se situe et pourtant tout s'enchaîne et tout devient clair. Il y a énormément de plans avec des reflets également, qu'ils soient dans le métro, dans le miroir, où il y a cette Mima en tenue de scène qui va revenir très souvent parce que c'est l'image de la Mima idol, celle dont elle doit se détacher et celle qui va la hanter. La hanter au point même que lorsqu'elle perd les pédales, cette version d'elle va venir enfoncer le couteau dans la plaie et appuyer sur le fait qu'elle ait fait le mauvais choix en devenant actrice. En choisissant de se dénuder, de faire des scènes où elle n'est plus pure, alors elle va l'insulter, la rabaisser. Et encore une fois, dans cette scène-là, on oscille entre réalité, fiction et persona. Si on analyse un peu cette scène, justement, Mima va la voir apparaître, mais comme si c'était autre chose qu'un reflet, elle apparaît comme si elle était en chair et en os devant elle. Elle se dispute, et lorsque la Mima idol passe sur le balcon et saute, Mima lui court après, mais elle se heurte à la vitre. Elle voit son reflet. On a déjà une prise de conscience de l'hallucination. La fenêtre paraissait ouverte, mais en se heurtant à celle-ci, elle se rend compte, et nous-mêmes également, qu'elle est en pleine phase de folie. Et ce petit arrêt devant sa fenêtre, qui était en fait fermée, casse le rythme de la scène en nous ramenant presque à la réalité. Ensuite, elle regarde dehors et elle voit cette Mima idol sauter de lampadaire en lampadaire. Ça paraît grotesque au début, mais voir un personnage qui peut flotter, sauter dans les airs, ça le rend presque invincible. Elle a des super pouvoirs et ça peut amener une forme de terreur, car elle est bien plus forte que nous, elle nous dépasse, un monstre qui nous ressemble, un cauchemar éveillé. Et ça se voit dans le regard de Mima, qui est complètement terrorisée par ses hallucinations et par extension par elle-même. Et tout de suite après, on passe directement au meurtre du scénariste. Un meurtre violent qui sème déjà le chaos dans notre enquête. Après avoir vu des films comme Split, on pourrait croire à un dédoublement de personnalité, et c'est alors que Mima elle-même vient s'immiscer dans cette théorie et devient suspecte. Ou en tout cas, ces meurtres sont bien reliés avec la Mima idol. Tout est calculé, chaque plan, chaque intervention. Il y a même une scène où nos 3 commères, ces 3 hommes que l'on voit au début du film, vont parler du meurtre dans le journal, et un va répondre en rigolant. Et là apparaît à ce moment-là, ce fameux homme mystérieux, ce fan de l'ombre, ce psychopathe, ce stalker, qui est encore là, qui s'assoit devant eux, alors qu'on parle à ce moment-là du suspect du meurtre, comme si on voulait nous amener à une certaine conclusion. Et ça va être ça tout le long du film, au point même où on ne sait plus qui fait quoi. En tout cas, qui fait quoi réellement. On ne sait même plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On entre dans le tunnel de son état mental et on se dit presque qu'on n'en sortira pas, en tout cas pas sans une fin tragique. Cette réalité subjective, ce film, ces plans, la réalisation de Satoshi Kon tout court, un réalisateur connu a avoué lui-même à Satoshi Kon directement que ça l'avait inspiré pour ses œuvres, pour ses films connus internationalement. Ce réalisateur, c'est Darren Aronofsky, connu notamment pour ses œuvres Requiem for a Dream, qui est d'ailleurs mon top 2 film, littéralement, je sais, j'ai l'air d'être une grosse dépressive à adorer ce film, je l'ai vu au moins 20 fois. Voilà, c'est bon, merci, vous commencez à capter mon personnage ? Y a pas de problème. Il a réalisé également Black Swan ou encore plus récemment The Whale. Et pour ceux qui connaissent un minimum ses œuvres, surtout les 2 premières que j'ai citées, c'est-à-dire Requiem for a Dream et Black Swan, si vous connaissez déjà le film, ou après votre visionnage de Perfect Blue, vous allez beaucoup mieux comprendre le terme inspiration, voire même un hommage. Requiem for a Dream という映画ご存知ですか？ダーレン・アロノフスキーっていう監督、どうやらお気に入りらしいと。浮かんで風呂に顔をつけている。
この2カットまんまアングルも構図も同じで「レクイエム・フォー・ドリーム」に本人に会って確認したらオマージュだって。Non, non, mais ces scènes-là, je vous ai pas copié, c'est un hommage. Il a quand même bien pris. Hein. Requiem for a Dream et Black Swan, c'est très similaire à Perfect Blue. Surtout quand il s'agit de réalité subjective. Il y a des scènes d'applaudissements, on est submergé par ces bruits de claquements de mains et cette recherche de la reconnaissance, de la gloire. Mais un autre de ces films est fortement inspiré de Perfect Blue, notamment à travers le personnage de Mima directement et sur les sujets traités, en plus des plans bien évidemment qui ont énormément inspiré. Il s'agit de Black Swan. Natalie Portman joue une danseuse qui doit interpréter le rôle du cygne, et pour cela elle doit se détacher de ce personnage qu'elle a, pure, obéissante, pour embrasser le cygne noir, désinvolte, libre, sensuel. Elle va se transcender, voire même dissocier complet pendant tout le film. Tout ça dans le but de monter sur scène et de briller. On retrouve les scènes justement du reflet où elle commence à avoir des hallucinations et voir son autre moi, la défier, la regarder, la hanter. Également la scène où elle se bat avec elle-même dans la loge. On a intérêt à ce que je te remplace pour danser le cygne noir. Une scène qu'on retrouve dans la chambre de Mima. Et pour finir, car je ne vais évidemment pas toutes les citer, mais la scène de fin de Black Swan, où justement elle ouvre les bras, c'est une scène qui est quasiment identique avec celle de Perfect Blue. La lumière, les bras ouverts, ce final. Pour sûr, c'est un sacré hommage. Et dans Black Swan, on dépeint l'univers des danseuses et la pression qu'elles peuvent subir. Et dans Perfect Blue, c'est l'enfer des idoles. Quand on a vu Perfect Blue, ce genre de vidéo, de concert, de groupe avec dans le public une majorité d'hommes, vous avez juste à tendre l'oreille lorsqu'on entend le public. Donc cette majorité d'hommes qui adulent des femmes-enfants kawaii au maximum, sur jeu et à idol attitude inchangée du Japon depuis plus de 50 ans. Bah moi personnellement, après avoir vu Perfect Blue, moi ça me fait totalement flipper. Car j'imagine qu'au milieu, dans ce public, il y a un mec, voire même plusieurs, qui seraient prêts à tout pour se rapprocher de l'une d'elles. En plus quand je les vois danser toutes les trois, j'ai l'impression de voir une copie du groupe Sham, le groupe de Mima au début du film. Comme je vous l'ai dit, Perfect Blue vient d'un roman publié en 1991. Et dites-vous bien que si l'auteur s'est basé sur le milieu des idoles et la pression qu'elles peuvent subir, c'est que dans les années 80 déjà, il y avait des soucis. C'est tellement un univers qui a ses frasques et ses faits divers que c'est devenu trop commun pour avoir une inspiration d'une seule personne. Mais je vais vous en citer quelques-unes, ce qui vous permettra de comprendre l'envers du décor, la pression qu'elles peuvent subir et l'enfer du monde des idoles. Dans le film, Mima fait un photoshoot où elle est nue. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est des choses courantes dans les années 80-90 de marquer sa transition d'idole à l'image pure pour passer à actrice. Et pour jouer n'importe quel rôle et montrer qu'on en est capable, ça passe par un photoshoot dénudé. Et ça, même si vous aviez 18 ans. Et ça va être le cas de plusieurs personnes comme Aiko Asano, qui publiera en 87 un photobook contenant des photos d'elle nue, qui coïncide avec la sortie d'un film du nom de Hyoru Kyoshitsu pour marquer le coup. Elle avouera quand même 30 ans plus tard que c'est son manager qui l'avait poussée à le faire et qu'elle n'en avait pas très envie, mais qu'elle a fini par accepter. On a également le cas de Rie Miyazawa, qui va publier en 1991 un photobook du nom de Santa Fe, où il y a des photos d'elle non censurées. Elle a 18 ans lors de ces photos, et l'album photo va se vendre à plus de 1,5 million d'exemplaires. Sauf que quand je dis non censuré, c'est pas juste les seins, ça, il le montre facilement. Non, c'est en bas. Et ça va créer un tollé médiatique car à l'époque, on commençait à accepter de plus en plus les photos non censurées dans les magazines. Mais c'était pas encore totalement accepté, et en plus de ça, Rie Miyazawa, à ce moment-là, c'était une idole très populaire. Alors ça se vend très bien, mais ça suscite énormément de questionnements. Certains avocats pensent même qu'il faudrait arrêter les personnes qui achètent ce magazine. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une bonne carrière d'actrice au Japon. Cela l'a même sûrement lancé, hein, c'est sûr, parce que ça a littéralement effacé son image d'idole, ce qu'elle voulait, ou pas. Et ça, on ne le saura jamais. Et des idoles qui se font agresser, ça a été beaucoup plus fréquent et surtout beaucoup plus médiatisé et mis en avant à partir des années 2010. Comme Mayu Tomita, qui sera agressée par un fan en 2016 car elle avait refusé ses avances. Elle finira avec 34 coups de couteau. Elle survivra heureusement à cette attaque, mais ne se remettra jamais de cette histoire. Également Ena Matsuoka, qui se fera agresser par un fan également en 2019, devant chez elle. Il a réussi à trouver l'adresse de son domicile grâce au reflet qu'il y avait dans ses yeux, dans ses selfies qu'elle postait sur les réseaux. Il a réussi à localiser son domicile
domicile avec Google Street View. Cette histoire, c'est une dinguerie. Le mec, il a fait un doctorat en Google Street View. On a également 2 membres du célèbre groupe AKB48 qui se feront agresser en 2014 lors d'une séance de dédicace par un fan qui les attaquera avec une scie. Oui, vous avez bien entendu, le Boog a réussi à aller à une séance de dédicace avec une scie. Je dis pas peut-être qu'elle était comme ça, mais quand même. Elles seront blessées aux mains et à la tête et seront bien évidemment traumatisées. Des histoires parmi tant d'autres qui ont remis en cause notamment la sécurité des idoles et également l'état mental de leurs fans. Comme je vous ai dit, on ne parle pas trop d'agressions dans les années 80-90, mais en fait celles-ci, elles se sont passées en silence. Et certaines d'entre elles publieront des livres, en parleront lors d'interviews, qu'elles auraient été abusées sexuellement, physiquement, mentalement, par leurs propres agences. Mais elles choisissaient de préserver leur carrière en se murant dans le silence pour éviter aussi une pression médiatique. Parce que vous ayez gain de cause ou pas, ça signe souvent votre arrêt de mort au niveau carrière. On pousse donc au silence et sachez qu'en 2025, ça existe toujours. Cette pression, elles la subissent notamment parce qu'elles doivent garder cette image pure, cette image de jeunesse. Elles n'appartiennent qu'à leurs fans et à leur agence. Une image lisse qu'elles doivent entretenir et c'est bien pour ça, lorsqu'elles veulent se détacher de cette image d'idole, qu'elles vont faire des photos nues, des scènes plus équivoques dans des films pour se donner un côté plus adulte. Elles sont malheureusement obligées de se sexualiser pour se détacher d'un milieu faux, de femmes-enfants, avec un public on ne peut plus douteux. Je ne cherche pas à généraliser, mais pour avoir été au Japon plein de fois et à être tombée sur ce genre de fans, ils me font extrêmement peur et ont l'air complètement à l'ouest, voire très dérangés. Je ne dis pas que toutes les personnes masculines qui aiment des idoles sont comme ça, certaines font vraiment très froid dans le dos. J'ai une petite anecdote où j'étais à Akihabara, et là il y a un vendeur qui aide un mec qui est posté devant avec son vélo, avec son petit panier devant. Il a acheté littéralement toutes les photos d'une idole. Et ça faisait des caisses et des caisses de photos de l'idole. Moi, quand je vois ça, j'imagine le gars comme le stalker dans Perfect Blue avec une pièce remplie de photos de cette idole. Et lui tout seul... devant son ordi. Voilà, et c'est pas le seul que j'ai vu comme ça. Mais faut savoir que lorsqu'on brise la règle, alors qu'on est encore dans un groupe, ça donne ça. Minami Minegishi, membre des AKB48, a été prise en photo sortant de l'appartement d'un homme. Elle aurait donc une relation sexuelle avec lui. Une règle a été violée, c'est la honte pour les fans. L'agence est mécontente, et pour se faire pardonner, et en signe de pénitence, elle va se raser la tête en vidéo, en pleurant et en implorant le pardon. Une vie privée qu'on surveille constamment, parce que notre personnage doit rester intact, sinon vous en subissez les conséquences. Et on peut élargir cette transformation, cette passation entre justement idol, icône lisse, à une carrière tout autre où on prend les rênes, parce qu'évidemment vous n'êtes jamais vraiment maîtresse de votre carrière, surtout quand on est une femme et qu'on est jeune, et on peut l'exporter au-delà du Japon. Prenons l'exemple des stars Disney. Il y a juste à voir, ne serait-ce que Miley Cyrus ou encore Britney Spears, à quel point le fait de vouloir reprendre sa vie et son image peut détruire mentalement, ou ne serait-ce que provoquer l'indignation, un choc brutal, surtout pour une femme. On est obligé de partir dans l'excès, dans l'hypersexualisation, pour se désolidariser de l'image enfantine qu'on avait. Mais alors, une dernière question subsiste. Pourquoi Perfect Blue? Perfect Blue ou le bleu parfait? Il faut savoir qu'au Japon, le bleu symbolise la pureté. Donc une première interprétation implique que c'est en rapport avec cette notion de pureté et d'idole. Et justement, le fait que Mima veuille s'en détacher pour faire évoluer sa carrière. Mais le bleu symbolise également la mélancolie. Ça correspond un peu à son regard qu'on aura tout le long du film. Elle passe constamment son temps à regarder dans le vide, à penser à son passé, à cette vie d'avant qui ne date que d'il y a quelques semaines. Un regard triste. Mais une troisième interprétation peut être faite également. Car le bleu, ça symbolise aussi, et ça nous fait penser à de l'eau. L'eau qui est souvent synonyme de reflet, mais aussi le fait de plonger dans les profondeurs. Parce que ce film, en fait, il plonge dans les abîmes du mental de Mima, de sa psychologie. C'est le reflet de sa personnalité, et de celle qu'elle a créée au travers du personnage de Mima, l'idole. Le film est un combat entre deux personnes, entre deux personas. Un combat entre la pureté superficielle et fabriquée, et la recherche d'identité, la passation à la vie adulte. On souhaite savoir qui on est et découvrir notre vrai reflet. En tout cas, Perfect Blue est un film qui vous marquera à jamais. Un film sublime avec une réalisation exceptionnelle que je vous conseille d'aller voir. Il est disponible sur Crunchyroll et quand je vous dis que la fin m'a complètement bluffé et jusqu'à la dernière seconde, c'était exceptionnel et ça laisse même à interprétation. Et pour mieux comprendre la vision de Satoshi Kon, je terminerai cette vidéo par une de ses citations. Les films que vous pouvez voir en une seule fois et comprendre entièrement, ça c'est le genre de film que je n'aime pas vraiment. Alors que si vous êtes capable de comprendre 70 à 80% du film et qu'il reste encore un peu de pourcentage pour votre propre interprétation, ça c'est le genre de film que j'aime. Il y aura peut-être des parties que vous ne comprendrez pas, mais il y aura une bonne partie qui restera dans votre cœur. 私は本物だよ